Le radis de la méduse. Chapitre 25. Glandules. À l'extrémité du carré des salsifis, à environ 20 fans de la taupinière, derrière le lombricomposteur, il y a une décharge. Entrelacs de racines séchées, cimetière de ferraille et de plastique où rouillent les épaves d'inventions avortées. Là pourrissent les légumes avariés ou malades dans des décombres de cajou. C'est dans ce coin infâme mais discret, fréquenté seulement par une faune interlope, tout un tas de parasites sordides grouillant à leurs affaires plus que douteuses, que Sandy se réfugia après avoir faussé compagnie à Haricots Rouges, trop hilar pour monter une garde efficace. Son évasion fut d'autant plus facile qu'à ce moment-là, tous les légumes assistaient au procès qui opposait Jordan à Heidi. Une fois dans la décharge, désemparée, elle ne tarda pas à se faire parcourir par un gros cloporte qui en fit un légume de joie et, en cassant les prix, attira sur elle toute une vermine qui la rongea sans relâche. Mais un jour, un salsifis dépravé en mal de sensations fortes reconnut Sandy dans le légume au rabais qui l'enlaçait sans vergogne. Et, arrangeant un peu sa version des choses, il en informa le FLS qui organisa immédiatement une exfiltration. On proposa d'échanger Sandy contre une charogne de souris. Mais, comme le cloporte hurlait à l'escroquerie, on le passa à tabac, un salsifis trapu qui lui fit entendre raison. Sandy fut emmené dans une galerie de taupes dont l'entrée était tenue secrète et qui abritait le siège du FLS. Pour fêter sa libération, elle fut priée de ne pas perdre ses bonnes habitudes. Ce fut pour elle le début d'un véritable calvaire qui lui fit comparer la décharge à un doux sillon fraîchement tracé quand le pommeau de l'arrosoir se penche tendrement sur votre graine. Les tragopogons, surtout ceux-là même qui l'avaient protégé des attaques d'une courtilière, voire chapitre 9, lui rendaient des visites incessantes, toujours plus éprouvantes. Ces légumes odieux avaient réussi à se reprogrammer, de sorte que le mot de frites les excitait à présent. Le pire, c'est que Sandy, qui, lorsqu'elle était fiancée à Tony, se serait frottée à tous les légumes du potager, en avait perdu le goût, maintenant qu'elle n'était plus avec lui. D'ailleurs, elle n'avait plus goût à rien. Elle se vidait lentement de ses pépins par la blessure infligée par Indiana et se regardait vivre comme dans un rêve absurde et fastidieux. À la fois idole et putain, c'était comme si rien ne la touchait. Entre deux passes éreintantes, elle restait là, sans bouger, à écouter stupidement un vieux moulin à paroles qu'un client sans crottin de cheval lui avait laissé en paiement de ses services. C'était justement ce qu'elle était en train de faire au moment où je vous le raconte. Le moulin à paroles ne débitait plus rien sur elle depuis belle lurette, ni sur Tony d'ailleurs. Tout était rentré dans l'ordre après les funérailles d'Heidi. Malabar veillait au grain. Seul Jean occupait désormais les mémoires. C'était même une coqueluche post-mortem. Malabar lui avait organisé un enterrement en grande pompe, au cours duquel il s'était fendu d'un vibrant hommage, et tous les légumes s'étaient repiqués dans la glèbe de cette réhabilitation officielle. Mieux, l'asperge, enfin ce qu'il en restait, avait été décoré de la médaille du velouté. Chacun y allait de son témoignage. Il n'était Poirette qui n'ait quelques souvenirs à raconter. L'émission qu'écoutait Sandy tournait une fois de plus autour de Jean. Elle réunissait le célèbre Coco Cyanure, Michel la rhubarbe, Malabar himself, et promettait de présenter pour la première fois, en exclusivité restez bien avec nous, un témoignage d'Heidi retrouvé dans les archives. Il changeait la paille chez Bernadette, se souvenait Coco. C'était une blette chanteuse qui avait un tumulus à elle sur lequel elle faisait la roquette. Jean, qu'on n'appelait pas encore Jean, parce que c'est Bernadette qui l'a appelé Jean. Il était Stanislas,
et Bernadette qui trouvait des prénoms pour chaque légume, des noms, des surnoms, l'a appelé Jean. Et donc, Jean, pour moi, charriait du terreau le jour et changeait la paille la nuit chez Bernadette. Mais quand il trouvait le moyen de se faire remplacer, il aimait bien aller se mêler aux fraises des bois. Sa tige mince et profilée plaisait beaucoup à la clientèle. Il m'appelait porte-greffe et il se considérait un peu comme mon greffon. Une fois, il m'a dit « Écoute, je change la paille chez Bernadette, mais je voudrais être une pointe symbole. Moi. Parce que pointe symbole, on vient te chercher en tortue, tu as ta propre butte, on s'occupe de toi, et je veux bien. Je veux faire du strip pointe. Je veux être une pointe symbole. » Et c'était clair qu'il allait le devenir. Non, c'est facile de dire ça maintenant, mais à l'époque tu n'en savais rien, l'interrompit Michel Larrubarbe. Non, je crois que le succès de Jean, c'est un strip pointe virulent, terrible, plus fort que tout ce qu'on n'avait jamais fait sur le tumulus de Bernadette, depuis le Humla de la Parmentière, avec un érotisme torride, une prise de risque extraordinaire, parce que le risque de l'ondulation, de la finesse, tout ça, moi, je n'ai jamais vu la différence entre l'ondulation et la finesse. Je m'en fous que les légumes soient calibrés, fins ou extra fins, s'ils ont du pointe à pile ou si ce sont des asparagus lovers. Au fond, bon. Or, Jean, il y a eu tout ça, à ce risque-là. Vous me direz que c'est un risque qui a rapporté beaucoup, puisqu'il a une clientèle très variée. Certains goûtaient la finesse de sa tige, d'autres appréciaient la souplesse de sa pointe, d'autres se délectaient de l'agilité de ses racines, d'autres raffolaient d'autres choses. Et puis, il y avait aussi les légumes qui allaient s'entortiller autour de lui comme des respunchus. Marre, Sandy en avait marre de ce verbiage, comme elle en avait marre des salsifis, des poireaux, des asperges. Marre de cette vie moisie. Elle en avait par-dessus l'ovale. Depuis le temps qu'elle menait une existence de citron facile, elle avait cru qu'un jour, elle ne ressentirait plus rien. Mais il était vain d'escompter que la monotonie anesthésierait sa douleur. Au contraire, l'ennui lui pesait comme un poids supplémentaire. Alors, elle repensait à Tony, entendait à nouveau la phrase fatidique « Tu me fatigues ». Elle se la répétait et répétait encore jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de sens. Peut-être, mais vous ne l'avez pas connu à cette époque. Moi, Cococyanure, je peux vous dire qu'il y a un insecte très important qui a fait le lien entre Stanislas, changeur de paille, et Jean, strip pointeuse, pointe symbole. C'est Georges, le ver luisant. Et après la fin tragique de Bernadette, on s'est tous retrouvés en manque d'activités marginales et ludiques. Parce que son tumulus avait été très amusant, qui nous amusait beaucoup. Et alors Georges, qui était assez éclairé, a dit « Il faut à nous tous qu'on reprenne le lombricomposteur et qu'on organise des léguparties sur un substrat différent, tapissé de fibres de coco. » Enfin, toutes les revendications et tous les slogans de l'époque. Et alors, les artistes qui avaient réussi, moi je venais de sortir Le Temps des griottes, j'étais entré dans le hit potager, on apportait des fibres de coco dans le lombricomposteur où il y avait Georges, Jean, Martine, Walid, Christophe. Ou bien il avait dit ça pour rigoler. Tony affectionnait l'humour noir. Il avait très bien pu dire « Tu me fatigues » pour faire le drôle. Quelque chose clochait. Et même s'il était sincère, qu'y avait-il de mal à être fatigué ? On l'eût été à moins. Quoi qu'il en soit, cela méritait une bonne explication. Et elle se reprochait d'être partie trop vite. Pas passé comme ça du tout. En réalité, il y a eu une petite rivalité des combats de chefs, parce que Jean, qui avait une forte personnalité pour une asperge, s'est heurté à Georges,
et il y a eu division. Le lombricomposteur a commencé à être compartimenté. Je n'ai pas terminé. Compartimenté parfaitement. Et peut-être Jean doit-il à cet achoppement d'avoir pris une dimension de chef de botte, n'en déplaise à Michel la rhubarbe. On a compris, Coco, tu sais tout. C'est toi qui as planté ta grand-mère. Sauf que c'est moi qui ai permis à Jean de percer en lui présentant Malabar, ce qui lui a ouvert l'accès au moulin à parole. Et je peux vous dire que c'était torride. Oh! Mais ce n'est pas l'intéressé ici présent qui me contredira. C'est faux. En tout cas, ce n'est pas ce que vous croyez. Quand on se voyait, il ouvrait bien les feuilles et il me posait des questions. Je passais tout mon temps à lui expliquer le conflit de canards, du crottin de cheval, de la production des endives, quand ce n'était pas la guerre en rase campagne de la répartition des machines. Il n'avait pas l'air d'aimer la guerre d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui ne lui était pas étranger. Mais le crottin de cheval, ça, c'était quelque chose pour laquelle il s'abstenait d'éviter d'omettre, de ne pas avoir le plus grand respect. Et pour être tout à fait blanchi, clic. Sandy avait mûri sa décision. Elle allait s'échapper. Elle allait piquer un de ces chars à limaces dont les salsifis se servaient depuis peu pour charrier le terreau et se tirer d'ici. Elle allait retrouver Tony et ils auraient une bonne explication. Ensuite, elle aviserait.